Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Coup d'œil sur l'environnement. Aujourd'hui, nous allons vous parler de jardin botanique. En République démocratique du Congo, nous avons plusieurs jardins botaniques et aussi zoologiques. Mais dans cette émission, nous allons spécialement nous atteler sur les jardins botaniques. Et là, nous allons prendre le cas du jardin botanique de Kinshasa. C'est quoi un jardin botanique? Le jardin botanique est constitué de quoi? Est-ce important d'avoir un jardin botanique en milieu urbain? Comment on entretient ces milliers de milliers d'arbres qui se trouvent dans ces jardins? Pour comprendre ce que c'est un jardin, nous sommes naturellement venus auprès des responsables du jardin botanique de Kinshasa qui vont nous édifier, vous et moi, ce que c'est un jardin botanique, de quoi il est constitué et comment on procède pour entretenir un jardin botanique. Je vous invite en tout cas d'être très attentif et de ne pas changer de chaîne pour découvrir ce qu'est un jardin botanique. Venez ensemble avec moi pour apprendre à connaître ce domaine que nous connaissons peu. Yamboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo nde mboka Congo mboka ya bankoko Congo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango Congo ya Afrika Congo mboka ya kitoko Congo ya batu mayele Congo bakobikisa yo Messieurs, comme je venais tout à l'heure de vous annoncer, nous sommes là ensemble pour découvrir ce que c'est qu'un jardin botanique, parce qu'il y a aussi à côté du jardin botanique le jardin zoologique. Mais dans cette émission, nous allons parler du jardin botanique. Pourquoi avoir un jardin botanique en plein centre urbain comme la ville de Kinshasa? Nous prenons l'échantillon de celui de Kinshasa.
le jardin botanique de Kinshasa. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu à faire un tour ici et d'ailleurs c'est même recommandé que vous puissiez de temps en temps venir ici, c'est reposant, avec vos enfants, avec vos belles-sœurs, vos beaux-frères, tout ça. Après une semaine de dur labeur, quand vous venez au jardin botanique, vous purifiez naturellement votre poumon et pour pouvoir faire le déplacement du jardin botanique de Kinshasa, il faut le connaître. Il faut le connaître et surtout, nous allons vous aider à connaître comment on procède pour entretenir tous ces milliers d'arbres qui sont dans le jardin botanique. Comment on les collecte, comment on le plante, on le multiplie et comment on les entretient. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais grâce aux experts de ces jardins, vous allez avoir le privilège de connaître que le jardin que nous visitons, il y a de gros secrets derrière. Et là, je vais commencer d'abord par approcher Madame la directrice de ce jardin botanique de Kinshasa, qui va nous expliquer ce que c'est le jardin, pourquoi on a le jardin en plein centre urbain comme la ville de Kinshasa, et après ses collaborateurs qui sont aussi en même temps ses experts, ils vont s'atteler à nous expliquer les spécificités du jardin botanique et surtout comment on entretient un jardin botanique. Allez, ensemble, allons vers maman la directrice. C'est elle qui gère ce jardin. Ici à l'ICSN, nous sommes favorables, nous sommes très favorables à la gestion de genre. Donc il n'y a pas que des hommes qui ont de responsabilités au sein de cette institution, il y a aussi des femmes. Et avec notre nouveau leader de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, M. Yves Milan Ngangai, il est venu et il continue sur le même chemin, c'est-à-dire promouvoir la femme, donner de la valeur à la femme, donner à la femme sa place au sein de cette institution. Donc ne vous étonnez pas que ce grand jardin, qui date de l'époque coloniale, aujourd'hui soit dirigé de main de maître par une dame, une grande dame. Madame, je voudrais que vous puissiez vous faire connaître un peu par nos téléspectateurs. Qui êtes-vous? Comment vous appelez et quel est votre parcours? Tu me gardes. Bon, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Lusamba Symphorose Chidibi. Je suis engagé ici à l'Institut depuis 1986. Donc j'ai plus de 30 ans d'ancienneté. Quand j'avais été engagé, j'avais commencé au jardin zoologique de Kinshasa. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. J'ai été engagé comme assistant de recherche. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve numéro 1 du jardin botanique de Kinshasa. Ça date de quand? Ça fait déjà 3 ans. Je suis ici au jardin botanique de Kinshasa en 2020. Mais ça, je vous fais grâce de tout mon parcours parce que j'ai dû à chapeauter quelques directions. Avant de venir ici, j'étais dans la direction de éco-développement. C'est après ça que je suis passé ici. Et j'ai été aussi à l'audit. Bon, on va tout droit au but. On commence par mon poste de directeur au jardin botanique de Kinshasa. Tous ces postes, vous les avez acquis à l'Institut congolais pour la conservation de la nature? Effectivement. Alors, madame, dites-nous un peu, parce que les téléspectateurs veulent savoir, c'est quoi un jardin et quelle est son importance? Bon, nous commencerons d'abord par définir le jardin. Le jardin, c'est quoi? Le jardin, c'est un lieu aménagé pour garder les végétaux, les animaux, parce qu'il y a les jardins botaniques, il y a les jardins zoologiques. Présentement, nous sommes au jardin botanique de Kinshasa. C'est ainsi que ici nous avons la collection végétale.
C'est un jardin botanique, comme le dit le nom, jardin des végétaux, des plantes. Alors, maman, ces plantes viennent d'où? Comment vous avez procédé pour collectionner ces plantes et les placer ici? Bon, comme tu l'as dit à l'introduction, tu as dit que le jardin ici est là depuis le temps colonial. Donc il y a certains arbres qui sont là depuis le temps colonial. Et quand on a fait l'aménagement de la ville, on a dit que bon, on a loti cette partie que on devait attribuer ça au jardin. Et on n'a rien touché, on a juste fait un aménagement. Et dans cet aménagement, tout ce qui était comme végétaux était resté sur place, mais on a dû ajouter d'autres plantes, d'autres végétaux. Et ces végétaux, il y a des végétaux qui viennent de l'extérieur du pays et des végétaux qui viennent de l'intérieur du pays. C'est-à-dire quoi? Ça peut venir même du Bas-Congo, ça peut venir du Katanga, du Kasaï, de n'importe où. Et il faudrait que le jardin puisse être le miroir de représentativité de tout ce qu'il y a comme espèce. On a toujours dit que la RDC renferme à son sein une grande diversité biologique. Et c'est ainsi qu'il faudrait que nous puissions refléter cette définition de la grande diversité biologique. Nous aimerions que notre jardin puisse être vraiment le miroir et que ça puisse répondre à l'offre de la population. Parce que dans les jardins, si je peux parler un peu de notre jardin, comment nous fonctionnons, il y a la direction qui a ses services, et parmi ces services, le cœur du jardin, c'est le service botanique. Et dans le service botanique, nous trouvons la pépinière, l'horticulture, l'aménagement, la collection morte, collection vivante. Parce que c'est ça même le poumon, on peut dire, le poumon du jardin. Et au temps colonial, le jardin était un endroit réservé uniquement aux Blancs. Mais avec la révolution, au fil des temps, tout le monde, même nous les indigènes, on pouvait aussi venir se retrouver au jardin pour se recueillir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le temps, ça a évolué et ça suit aussi les thématiques innovantes du moment. Le réchauffement climatique, avec tout ce que nous avons comme arbres, ça joue un grand rôle dans la séquestration du carbone. Alors nous avons tout intérêt de sauvegarder tout ce que nous avons comme richesse en végétaux. On doit les entretenir, on doit faire de façon que nous ne puissions pas perdre notre collection. Est-ce que vous recevez aussi des chercheurs ici? Si, nous recevons beaucoup de chercheurs, beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants. Et parmi même les objectifs du jardin, il y a le rôle de matériel didactique. Les enfants, après avoir eu leurs leçons en classe, pour concrétiser cela, ils viennent voir ça ici sur place dans nos jardins. Nous avons tout intérêt, toute la population a tout intérêt à sauvegarder ce jardin. C'est un jardin de l'État, ça appartient à tout le monde, ça nous aide, nous tous. Il ne faudrait pas que les gens puissent considérer le jardin comme un lieu où quelque chose qui te déplaît, quelque chose que tu as à jeter. Oh non, il y a le jardin, va jeter ça dans le jardin. Et ils viennent,
Ils considèrent que le jardin c'est un dépotoir. Ce n'est pas un dépotoir. Alors, maman, vous allez nous éclairer un peu davantage, comme j'ai l'occasion d'être devant vous. Est-ce que vous avez déjà eu à sauvegarder quelques plantes qui sont menacées d'extinction? Parce que peut-être il y a des plantes qu'on peut dire non, si on ne protège pas, demain, elles peuvent disparaître. Est-ce que le jardin aussi a ce rôle de protéger, de préserver en fait, ce type de plantes? Effectivement, derrière notre institution, l'ICCN, parmi ses objectifs, c'est de protéger et protéger et conserver la biodiversité. Nous avons le devoir de protéger et de conserver notre biodiversité. Et pour ce faire, nous avons une grande pépinière où nous pratiquons la multiplication par divers moyens, boutures, graines, marcottage. Donc tout ce que nous pouvons avoir comme mode de multiplication, on les fait à notre pépinière, de manière que quand il y a pénurie sur terrain, nous recourons à notre pépinière et on remet cette espèce sur terrain de manière que les gens puissent visiter et voir que les cheptels, les spécimens sont toujours là. On n'a rien perdu. Oui. Dans votre présentation, vous disiez aussi qu'il y a des plantes. Au fait, le jardin regroupe des plantes qu'on amène un peu d'un peu partout dans nos provinces et aussi de l'extérieur du pays. Est-ce que les plantes qui viennent de l'intérieur du pays ou aussi de l'extérieur du pays, par exemple des plantes qui viennent de la Belgique, des plantes qui viennent de Chine, que vous prenez parfois ici, est-ce que ça s'adapte facilement dans ces jardins? Oui, nous créons des microclimats, c'est-à-dire nous créons des conditions qui font que cette plante puisse s'adapter. S'il peut être même des serres pour que la plante ne puisse pas subir directement les rayons solaires, on les fait. Et ici d'ailleurs, à côté de nous, nous avons les mangoustaniers. Les mangoustaniers, c'est un arbre fruitier qui vient du Bas-Congo, plus exactement de Kisanto. On a eu des difficultés pour que ça puisse s'adapter, mais nous sommes parvenus à le cultiver ici et c'est une réussite. Et ça, c'est succès au jardin qui arrive à acclimater certaines plantes. Maman, vous avez aussi parlé de pépinières. Des pépinières que vous faites ici. Est-ce que ces pépinières sont destinées juste pour enrichir le jardin ou des particuliers comme moi, je construis, je peux venir acheter des plantes ici et pour faire mon jardin? Est-ce que vous le vendez aussi aux clients extérieurs? Si, nous vendons à l'extérieur. Sinon, nous aurons une grande quantité à la pépinière, on ne saura pas où mettre ça. Mais normalement, dans notre objectif, c'est de faire du jardin botanique la plus grande des pépinières de la RDC, si pas de Kinshasa. De manière que tout le monde qui vient ici, de la population riveraine, tout le monde qui habite la ville-province de Kinshasa, puisse s'approvisionner en plantes ici au jardin botanique de Kinshasa. Il ne faudrait même pas qu'il y ait des pépinières au long de routes. Nous aimerions que toutes ces plantes-là, que ces gens viennent s'approvisionner au jardin botanique qui est une institution de l'État. Alors, avec cette noble mission que vous avez, quelles sont les difficultés que vous arrivez de rencontrer généralement quand vous êtes en train de vous occuper de ce jardin? Bon, la grande difficulté, on peut dire quoi? C'est souvent la main-d'œuvre. La main-d'œuvre manque. On a plus de... Il n'y a pas un grand personnel ici. Bon, le personnel est là, mais c'est plus les bureautiques.
Hein, on aimerait que les bureaucrates soient à nombre inférieur par rapport aux manœuvres. Hein, parce que ici c'est plus le terrain qui compte que le bureau. Mais ici vous avez beaucoup de bureaucrates ici. Oui, mais de toutes les façons, nous avons instauré le système de Salongo. Même les bureaucrates, tout le monde doit descendre sur terrain pour mettre de l'ordre. Parce que les jardins, il faudrait qu'il y ait un beau paysage, de manière que les gens puissent venir encore plus nombreux. Parce que s'ils trouvent un endroit très sale, tout le monde va fuir. Et nous n'aimerions pas que nous puissions faire fuir les gens dans notre jardin. Car à côté de l'objectif scientifique, il y a aussi côté loisir. Il faudrait que les gens qui entrent au jardin puissent se retrouver dans le loisir, le bien-être. Il y a les arbres, en dessous des arbres il y a un air apaisant, rafraîchissant. On se purifie d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça joue un grand rôle dans la séquestration du carbone. C'est un endroit de plaisir. Et maintenant, nous avons ajouté des infrastructures de manière à ce que les gens, s'ils ont des manifestations, ils peuvent venir. Nous avons une grande salle de fête. Nous avons un chapiteau pour que les gens viennent pour leurs manifestations. Et d'ailleurs, vous allez voir que lors de la pandémie, les manifestations en salle fermée étaient interdites et beaucoup de gens préféraient venir au jardin en plein air pour leurs festivités. Et pourquoi nous aimerions que ce rôle des activités en plein air puisse continuer et que le jardin puisse vraiment jouir pleinement son rôle de satisfaire la population. C'est une occasion. Dernièrement, j'ai eu à faire des reportages ici. Pendant la saison de pluie, le jardin était complètement inondé. Complètement inondé. Et quel est le dégât que vous avez connu à cause de ces inondations? Ah, ça c'est triste mémoire de ces inondations. Nous avons perdu nos parterres, mais nous sommes en train de les rénover. Nous avons perdu la pelouse. Et comme vous pouvez le constater un peu plus loin, il y a quelqu'un qui est en train de refaire cette parcelle. Les dégâts sont énormes. Parfois peut-être d'autres, on continue à les constater avec le temps. Tellement que l'eau, il y a eu saturation de l'eau. Il y a eu saturation de l'eau. L'eau est montée jusqu'à à peu près 80 cm. Et dire que c'est parti, il n'y a pas de dégâts immédiatement, non. Il y a d'autres conséquences que nous allons vivre dans l'avenir. Mais présentement, avec ce que nous avons déjà constaté, nous essayons de réparer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la parcelle derrière moi, on a remblayé d'abord et puis maintenant on est en train de planter la pelouse. Et c'est ce qui sera fait aussi pour les parterres qui ont été endommagés. Mais je crois que cette inondation, la source, nous connaissons tous. Nous connaissons tous, c'est au fait le travaux lancé par l'hôtel de ville au marché central qui est voisin au jardin. Mais est-ce que vous comptez mener une action judiciaire pour que l'hôtel de ville puisse réparer tout le dégât commis par cette inondation provoquée par lui?
Bon, à cette question, je dirais que j'ai fait le rapport acquis de droit et c'est à lui de prendre la dernière décision. Moi, j'ai constaté ce que j'ai constaté et j'ai transmis le rapport. Et à part les travaux du grand marché, on ajoutera aussi la canalisation. Les problèmes de la canalisation qui est aussi bouchée et la mauvaise utilisation de cette canalisation. Et ça, c'est nous le peuple. Nous utilisons mal nos caniveaux. On prend ces caniveaux pour les dépotoirs, pour la poubelle. On jette tout ce qu'on a comme immondices. Et à la longue, ces immondices bouchent le passage de l'eau. Et c'est ainsi que l'eau nous revient. Donc nous devons changer aussi notre comportement. Et cette histoire doit nous interpeller. Et ce phénomène, ce n'est pas seulement au jardin. Et vous avez constaté que c'est un peu partout. C'est un peu partout. Et les gens doivent savoir qu'il faut utiliser la poubelle. Et dans la poubelle, on doit déjà trier les déchets. Il y a les déchets qui ne pourrissent pas. Ces déchets-là, on doit trouver une solution pour ces déchets. Les déchets qui pourrissent, ça peut aller pour autre usage, ça peut faire partie des fertilisants. Ici, chez nous, tout ce qui est comme feuilles mortes, on ne les jette pas, on les entasse quelque part et avec le temps, oui, c'est ce qui arrive. Mais les plastiques ne se terminent pas. Congo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo. Voilà, nous continuons notre émission. Nous allons maintenant aller vers des experts de ces jardins, le jardin botanique de Kinshasa, parce que nous devons encore connaître davantage de ces jardins. Après, madame le directeur du jardin qui a présenté un peu ce que c'est qu'un jardin, le travail qu'ils font dans ces jardins. Maintenant, on va entrer dans le détail pour bien comprendre ce que c'est qu'un jardin botanique, quel type de services organisés dans ces jardins. Et là, nous allons aller vers une botaniste. Une botaniste, elle a fait ses études en botanique à l'université et elle est engagée ici au jardin botanique de Kinshasa. Elle s'occupe de la collection vivante, végétale, hein? Végétale vivante. Voilà, alors on va aller vers elle. Elle s'appelle Blanche Kalonji. Blanche Kalonji, on va aller vers elle. Elle va nous expliquer un peu c'est quoi l'espèce vivante ou la collection vivante. C'est quoi au fait? Et après, on va lui poser d'autres questions pour vous permettre de comprendre un peu le travail qui se fait au jardin botanique de Kinshasa.
Voilà, nous sommes là en face d'elle. En face d'elle, c'est une jolie dame. Je ne l'ai pas dit pour vous, hein. Je l'ai dit juste pour dire que c'est une jolie dame qui a fait ses études en botanique et qui est engagée ici à l'ICCN, au Jardin botanique de Kinshasa, et qui s'occupe de la collection vivante. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Sidia. C'est vrai que je vous ai bien présenté. C'est-à-dire que les plantes qui sont capables de fleurir, de se fructifier et d'arriver au stade de maturation. C'est-à-dire que si vous voyez un arbre, par exemple un avocatier, nous pouvons avoir des avocatiers. Un avocatier qui arrive à donner le flair, à donner le fruit et à mûrir. Et un autre avocatier qui ne remplit pas les cycles biologiques. Donc il est là, mais il n'a pas son feuillage, bien qu'il ait un arbre qui est... Il n'a pas son feuillage, il ne donne pas les fruits, il ne donne pas la fleur, comparé à des lignes et dans la collection vivante et l'autre dans la collection morte. Donc la différence, c'est au niveau des cycles biologiques de plantes. Est-ce que les deux sont importantes pour vous? Exactement, les deux sont importantes pour nous parce que si je peux... les jardins botaniques de Kinshasa, c'est une des aires protégées de l'Institut pour la conservation de la nature. Et les jardins botaniques travaillent toujours sous les 4 objectifs de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est-à-dire la conservation, la protection, l'éducation environnementale et le tourisme. Alors, parfois, si je prends même l'aspect éducatif, n'est-ce pas, nous avons des chercheurs qui viennent. Ils doivent comprendre, lorsqu'on parle des cycles biologiques, ceux qui sont des agronomes comme moi, ils comprennent cela. Mais ça peut arriver que quelqu'un fait son étude justement pour comparer un peu les fonctionnements entre un arbre vivant et un arbre mort. Alors, vous voyez qu'il faut qu'il y ait aussi des collections mortes, même qu'il faut ce qu'on appelle des herbiers, les herbariums, parfois dans des musées, des grands musées végétaux. Et vous voyez, il y a même des présentations des collections mortes. Donc c'est très important parce qu'en termes de la science, il faut comparer, n'est-ce pas, comment se comporte un arbre mort et un arbre vivant. Donc ça constitue même du matériel didactique. Alors là, nous sommes au Jardin botanique de Kinshasa. Je vois derrière vous cet arbre ici. Est-ce que vous pouvez regarder un peu? Si vous regardez cet arbre, apparemment c'est un arbre qui a séché. On peut considérer comme étant une collection morte? Justement, déjà, lorsque ça c'est un mangoustanier, lorsque c'est qui parmi les éléments qui montrent en premier si un arbre est vivant, c'est son feuillage. Parce que l'arbre, en étant vivant, c'est un être vivant, n'est-ce pas? Il se nourrit. En fait, lorsqu'on se nourrit ça, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de la photosynthèse. Et tout se passe au niveau de son feuillage. Parce que c'est au niveau de son feuillage que l'arbre arrive à capter les gaz à effet de serre et à dégager l'oxygène dans la nature. Donc, quand on regarde déjà les mangoustaniers ici, vous voyez bien que son feuillage est séché. Ça veut dire que le problème, c'est au niveau des racines. Parce que je vais rappeler ici que l'arbre se nourrit par ses racines. Donc, et nous constatons, ça c'est un des signes qui montrent que l'arbre ici n'est plus vivant. C'est-à-dire que le fonctionnement normal de l'arbre, où le phénomène principal c'est la photosynthèse, ne se fait pratiquement plus. Donc l'espèce ici est déclarée dans la collection morte. Comparé à l'autre mangoustanier là-bas, si rien qu'à voir la différence, vous voyez là-bas il y a des feuilles, il y a tout son feuillage qui a encore toute sa verdure, mais ici visiblement c'est séché. Qu'est-ce qui pourrait être souvent la base d'un arbre qui était vivant, mais à un moment donné, il meurt, il sèche? Qu'est-ce qui pourrait être à la base de ça? Bon, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs raisonnements. L'environnement peut constituer le premier élément nocif. Un arbre qui est dans un mauvais environnement, je rappelle ici que je venais de dire les arbres se nourrissent par les racines, que ce soit les matières organiques ou l'eau souterraine. Supposons que le sol est déjà infecté, en mangeant ou en tirant l'eau souterraine pour nourrir la plante, si l'eau est infectée ou encore les matières organiques sont infectées, ça peut provoquer différentes maladies ou la prolifération des parasites. Mais pour le cas ici, il y a au mois de novembre jusqu'au mois de janvier, les jardins ont eu beaucoup de problèmes des inondations. Et lorsque la plante reste longtemps imbibée dans l'eau, il y a pourrissement des racines. Parce que vous vous rappelez que dans l'eau, l'oxygène est asphyxié avec l'hydrogène. Donc,
les arbres ne respirent plus bien, ils sont incapables, les racines sont incapables de manger, n'est-ce pas? Et lorsque les racines pourrissent, la conséquence c'est quoi? Il y a les feuilles qui se ramollissent, jaunissement des feuilles. Donc la plante ici, la cause principale est les inondations parce que la plante est restée près de 90 jours dans l'eau. Il y a des plantes parfois qui poussent bien dans l'eau. Donc quelle est la différence au fait? Oui, il y a les plantes qu'on appelle les plantes aquatiques et il y a les plantes qui évoluent dans le milieu marécagé. Ce n'est pas la même chose. Les plantes aquatiques, ce sont les plantes qu'on trouve dans l'eau. Par exemple, nous avons des plantes qu'on appelle les orchidées de l'eau. Ou bien, il y a un inter là-bas, vous pouvez aller voir, les insectes d'eau, ainsi de suite. Ce sont des plantes, bon, ça c'est tout d'abord naturel, comme Dieu les a créés, son milieu, son habitant, c'est l'eau. Cette plante-là, il peut rester, d'ailleurs quand vous le prenez, vous le sortez dans l'eau, il sèche. Mais les plantes qui évoluent dans les milieux marécagés, on trouve les plantes par exemple des forêts ombrophiles, c'est là où l'humidité relative du sol est très élevée. Mais ça ne veut pas dire que la plante dans l'eau, il va résister. Il y a vraiment une différence. Il y a l'humidité relative du sol, là on l'appelle le milieu marécagé, et il y a les plantes aquatiques qui évoluent dans l'eau. Alors, les mangoustaniers ici, ce n'est pas une plante aquatique. C'est comme ça qu'il y a eu, lorsqu'il y a eu rétention d'eau pendant un long moment, et il y a eu jaunissement des feuilles, pourrissement des racines, et par conséquent, la plante est morte. Vous avons dit que les jardins répondaient aux objectifs de l'ICSN. Et parmi les objectifs, là, il y a l'objectif protection. On ne peut pas protéger sans prendre soin. En fait, nous ne sommes pas autorisés de couper les arbres au jardin parce que nous sommes un site de conservation et de protection de la nature. Mais dans le plan local urbain même, les arbres peuvent être coupés lorsqu'ils constituent un danger. Ça, c'est reconnu même dans la loi. C'est-à-dire que lorsqu'un arbre est par exemple très vieilli et qu'il peut constituer un danger de chute, là où, parce que la vie humaine elle est sacrée, et on peut couper. Mais pour les cas, par exemple, l'arbre ici que nous avons vu, c'est ça. Pour les cas de l'arbre ici que nous avons vu, cet arbre ici n'a pas été coupé. Dans les travaux d'entretien, nous avons ce qu'on appelle, en dehors de l'arrosage et les sarclages, nous avons l'élagage. L'élagage, c'est un travail d'entretien qui constitue à éliminer certaines branches de la plante pour orienter la croissance de l'arbre. Si par exemple, vous voyez que l'arbre est en train de croître un peu avec des branches en désordre éparpillées, nous pouvons faire l'élagage pour orienter sa croissance. L'autre objectif peut être aussi de booster un peu la floraison de l'arbre. L'élagage peut booster la floraison de l'arbre. L'objectif, c'est de lui donner une silhouette artistique, c'est-à-dire une silhouette que nous pouvons dire, bon, nous voulons que notre arbre évolue par exemple de façon très verticale. Donc c'est par les travaux d'élagage que nous pouvons conditionner tout cela. Et aussi, lorsqu'un arbre a par exemple beaucoup de branches, beaucoup de ramifications, n'est-ce pas? Lorsque les coups stagnants dans l'arbre, ça peut provoquer aussi des maladies. En éliminant certaines branches par les travaux d'élagage, nous permettons puisse dégager un peu l'air qui était vraiment un peu confiné, exactement, qui était confiné en lui, pour que la plante puisse bien respirer. En bien respirant, même son fonctionnement ira de bien. La plante ici, par exemple, ça faisait un moment qu'on n'avait plus de nouaisons. Nouaisons, c'est dire que les feuilles qui commencent encore à repousser. Il y avait de vieilles feuilles, il y avait des branches qui restaient carrément nies. C'est comme ça qu'en faisant des travaux d'élagage, vous voyez très bien, quand vous les regardez, qu'il y a maintenant des feuilles vraiment un peu vertes qui commencent à repousser et l'arbre commence à se rajeunir. Donc c'est aussi pour booster la régénérescence de l'arbre, de l'espèce. Donc si je comprends bien, quand on vient au jardin botanique et qu'on trouve que vous êtes en train de faire... de couper certaines branches, qu'on ne trouve pas que vous le faites méchamment. Non, ça fait partie des travaux des entretiens. On appelle ça l'élagage. Ceux qui sont de la science reconnaissent bien. C'est une pratique d'ailleurs qui est pour l'avantage de l'arbre. Il y a cette raison-là, mais l'autre raison peut aussi être lorsqu'un arbre constitue un danger à caractère humain. Par exemple, la vie humaine est sacrée. Vous voyez que l'arbre ici, les jardins, parmi son quatrième objectif, il y a le tourisme. Nous avons des visiteurs qui entrent. Nous ne voudrons pas que les jardins puissent se retrouver devant un accident où une branche est tombée, un arbre est tombé sur quelqu'un. Donc, lorsque nous faisons nos monitoring, ça arrive qu'on puissions voir que
tel arbre, n'est-ce pas, constitue par exemple un danger. Et nous ne coupons pas par nous-mêmes, nous faisons toujours comme un état des lieux que nous faisons savoir à notre hiérarchie, d'abord à notre chef de site au niveau du service, nous faisons rapport à notre chef de site et le chef de site lui fait rapport à la direction générale, à la direction technique aussi en copie et lorsqu'ils nous répondent, soit ils envoient une équipe pour voir exactement que l'arbre a un problème et par exemple, on a eu à couper en 2018 un limba qui était devant les bureaux parce que ça commençait vraiment à pencher vers les toitures du bâtiment administratif. Et on a eu l'autorisation de couper, on n'a pas même coupé l'arbre. Nous coupons toujours certaines branches qui peuvent constituer les dangers. Mais l'arbre, il reste toujours là. Par preuve, nous venons de voir les mangoustaniers qui est séché là-bas, qui est maintenant de la collection morte. C'est-à-dire que c'est un arbre qui est déclaré mort parce qu'il ne remplit plus son cycle biologique. Mais il est là et il fait partie des espèces reliques, c'est-à-dire de ce qui reste de ces mangoustaniers-là. Donc si nous étions autorisés ou si nous coupions les arbres au jardin, on n'aurait pas vu tous ces plantes qui ont été séchées par inondation. Donc cette plante-là qui sèche là, on ne sait pas le sauver, la sauver. Bon, comme déjà il a subi beaucoup de stress pendant plus de 90 jours, nous nous sommes dit, étant que les hommes de science, les hommes et les femmes de science, nous ne pouvons pas encore prendre une décision. Il faut les laisser. Si vous voyez derrière nous aussi, il y a les néphélium ici qui avaient aussi séché, mais vous voyez déjà qu'il y a des feuilles vertes qui commencent à donner. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on laisse d'abord l'arbre, ça dépend de la résistance exactement. L'arbre peut aussi reprendre. Et là, quand il reprend, nous les faisons encore rentrer dans la collection vivante. Mais lorsqu'il ne reprend plus, déjà un arbre de cette taille-là, il n'y a plus moyen de les sauver. Et vous donnez combien de temps pour pouvoir observer s'il peut reprendre ou non? Bon, nous n'avons pas un temps fixe, même selon la science, il n'y en a pas. Mais comme ce sont des plantes qu'on observe chaque jour, après 1 mois, 30 jours, si nous voyons que d'accord, mais déjà, nous, au niveau du service, nous sommes en train de prendre des dispositions pour replanter, soit remettre la même espèce, soit si l'espèce est déjà représentée par 2-3 autres pieds, nous introduisons une espèce, nous profitons d'ailleurs pour avoir une diversité. Mettre la même espèce au même endroit, n'est-ce pas? Nous remettons une autre espèce pour éviter aussi la colonisation des pathogènes, des maladies. Blanche, tout ce que tu viens de me dire là, tout à l'heure, là devant caméra, vous le dites à vos visiteurs ou bien vous le gardez pour vous? Oui, nous avons un service d'éducation environnementale qui est dans le même bureau que les services botaniques. Donc, nous sensibilisons les gens sur ça. Parce que ce que nous devons savoir, nous les humains, nous l'avons toujours dit, les humains ne peuvent pas vivre sans les arbres. Les animaux ne peuvent pas vivre sans les arbres. Même le sol ne peut pas vivre sans les arbres. Mais les arbres, lui, il peut vivre sans tous ces autres êtres vivants, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous parlons par exemple du sol, les arbres protègent le sol contre l'érosion, contre tous les démolitions, comment on dit, c'est-à-dire que ça protège les sols même contre tout ce qui peut être dangereux pour les sols, les démolitions, les érosions. Exactement. Maintenant, lorsque nous parlons par exemple des animaux, les arbres constituent la nourriture pour les animaux, ça constitue des habitats pour les animaux. Donc, partout où il y a eu déforestation, là où on a coupé les arbres, la science l'a prouvé qu'il y a eu migration. Les animaux ne sont plus, exactement. Maintenant, pour l'homme, tout ce que nous mettons comme habillé coton, c'est une plante, la laine, c'est une plante et tout. Nous nous nourrissons. Exactement. Donc, la plante, c'est la vie en fait. La plante, c'est la vie. Et surtout dans des grandes villes comme Kinshasa ici, les jardins botaniques ici, c'est une usine de dépollution. C'est une usine de dépollution. Pourquoi? C'est prouvé, l'ONU il a même prouvé. Les grandes villes comme Kinshasa ici peuvent produire même à 60% des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et tous ces gaz-là, c'est les arbres qui les stockent. Et en stockant cela, ils luttent contre les réchauffements climatiques. Donc nous devons protéger les arbres parce que les humains, les êtres vivants, les humains comme les animaux ne peuvent pas vivre sans les arbres. Et les arbres sont des êtres vivants au même titre que l'homme. Parce qu'ils remplissent presque, nous avons parlé du cycle biologique, c'est-à-dire ils se reproduisent, ils mettent au monde. Quand on voit les fruits, c'est un peu comme les enfants, ce que la plante donne. Donc nous le disons à nos visiteurs,
nous sensibilisons et ça nous arrive même de recevoir des écoles qui viennent pour la visite et en faisant la visite, nous disons toujours à nos enfants parce qu'il faut que ça parte des petites générations jusqu'en grandissant. Lorsque l'enfant grandit en sachant l'importance de l'arbre, il va le protéger. Parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne valide pas l'importance. Je ne vais pas te permettre de tout vomir. Je voudrais seulement que les gens aient un amour. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cette émission. Certainement qu'elle vous a fasciné. Vous venez de découvrir ce que c'est qu'un jardin. L'exemple de Kinshasa vaut pour le jardin botanique de Kisantu, pour le jardin botanique de Yala, pour le jardin botanique de Gbadolité, pour tous les autres jardins que la République démocratique du Congo détient. Il faut savoir que les jardins font partie des aires protégées gérées par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, sous le leadership de Yves Milan Ngangai. C'est lui le nouveau DG aujourd'hui qui pilote ce grand établissement public de conservation que nous appelons généralement la Banque naturelle. Et là, nous sommes venus vous faire découvrir ce que c'est qu'un jardin. De quoi est composé un jardin, comment on travaille dans un jardin, quels sont les services qui sont dans le jardin, comment ces services fonctionnent, vous venez de découvrir. Si vous passez par hasard au jardin botanique, que ce soit à Mbandaka et à la Gbadolité ou ici à Kinshasa ou à Kisantu, et que vous voyez qu'on est en train d'élaguer des branches d'arbres, ne vous faites pas des idées qu'on est en train de massacrer les arbres. Non, ça fait partie des missions du jardin botanique. Je crois que notre experte vous a très bien expliqué. Ça peut être pour soigner l'arbre, ça peut être pour rendre cet arbre beaucoup plus important, peut-être pour orienter sa direction. Et voilà, ils savent pourquoi. Parfois, ils sont appelés à soigner un arbre. Les arbres, en fait, ce sont des espèces vivantes. Ce sont des espèces vivantes comme nous. Nous, les humains, nous sommes aussi des espèces vivantes. Il peut arriver que nous tombions malades, nous avons besoin de piqûres, nous avons besoin parfois de l'ablation, nous avons besoin de ceci, de cela. De même aussi, les arbres ont aussi besoin de traitement. Donc, quand vous venez au jardin, que vous voyez que certains arbres sont en train de subir des traitements, ne croyez pas que ils sont en train de massacrer ces arbres. C'est dans leur mission, c'est pour sauver la vie de ces arbres, c'est pour bien entretenir ces jardins, c'est amplement dans leur mission. Donc, faisons confiance aux responsables de nos jardins et vous verrez que nous allons très bien évoluer et nous allons ensemble valoriser ces ressources. Aujourd'hui, nous venons de vous présenter le jardin botanique de Kinshasa. Demain, nous allons vous présenter certainement c'est quoi une réserve naturelle. Nous allons vous présenter c'est quoi un domaine de chasse. On va vous présenter peut-être c'est quoi un parc. Donc tout ça, je crois dans le programme de la cellule de communication de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, nous allons désormais procéder à vous faire découvrir les ressources que l'Institut congolais pour la conservation de la nature gère pour le bien de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez été content de ce que nous venons de vous présenter, en tout cas, dites merci à Francis Siamundele qui était derrière la caméra. Merci à la collaboration de la directrice du Jardin botanique de Kinshasa et merci à la haute direction de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et aussi, nous ne pouvons pas terminer sans dire merci à la haute direction de la radio-télé Groupe L'Avenir, RTGA, qui en son sein a un programme environnemental que nous animons depuis des années et des années. Merci à vous tous et à dimanche prochain.